Bienvenue à ceux qui nous rejoignent cet après-midi. Donc, nous allons accueillir Marina Andrieux de Women in Digital qui va nous parler effectivement cet après-midi de créer et financer sa start-up. Vous allez bien, Marina ? Oui, très bien, merci. C'est à vous. Bonjour, je suis ravie de rejoindre cette première édition du salon professionnel en ligne. Donc, félicitations aux organisatrices. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait dû être à Luxembourg pour le premier salon luxembourgeois, mais voilà, il faut innover dans ces circonstances. Alors aujourd'hui, je regarde l'heure. Très bien. Alors, on m'a demandé de venir vous parler de création et de financement de start-up, tout ça en 15 minutes chrono, donc c'est assez court. Donc, je vais essayer de faire simple et d'aller à l'essentiel. Alors, moi, je me présente, donc je suis Marina Andrieux, je suis la cofondatrice et la directrice de Wide. Nous sommes une ASBL, une association basée au Luxembourg, mais aussi active en Europe et dans d'autres pays. Et notre mission, c'est d'accompagner les filles et les femmes dans la tech, et notamment sur les questions d'entrepreneuriat tech au féminin. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ce thème, lancer et financer, pour partager avec vous l'expérience que j'ai pu développer depuis 7 ans maintenant. Donc ça fait 7 ans que je travaille dans ce domaine. En fait, moi aussi, j'ai eu envie de créer ma société il y a quelques années, et donc je suis passée par toutes les étapes pour au final créer cette association dont je suis salariée à plus que plein temps aujourd'hui. Donc je suppose que si vous avez rejoint cette présentation, c'est que vous avez une très bonne idée, une idée de start-up à lancer, et vous vous dites est-ce que c'est le bon moment ? Voilà. Est-ce qu'avoir une bonne idée, est-ce que c'est suffisant ? Alors l'idée, c'est super et c'est très bien d'observer des choses sur le terrain, surtout en tant que consommatrice ou utilisatrice, et d'essayer d'apporter des nouvelles solutions. Par contre, maintenant, une bonne idée n'est certainement pas nécessaire, parce que vous avez peut-être déjà entendu que les idées ne valent rien, c'est vraiment l'exécution qui est importante derrière, et il faut vraiment pouvoir passer de l'idée au projet, à la création d'une entreprise, et puis surtout voilà, à une entreprise qui soit pérenne. Alors, start-up, je sais qu'on n'a pas toutes et tous la même définition d'une start-up. Donc moi, quand je dis start-up, c'est vraiment une entreprise donc qui se base sur une technologie et qui a vraiment un potentiel de croissance important. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui veut aller à l'international, qui veut se développer, qui veut passer de 1000 à 100 000, voire 1 million d'utilisateurs en quelques mois. Tout ça avec des ressources très limitées, et aussi une exigence de vélocité. Il faut aller très vite dans les startups. Sinon, j'ai parfois des personnes qui me disent je veux entreprendre, mais je n'ai pas d'idée. Alors là, c'est normal au départ. Il y a aussi des personnes qui ont énormément d'idées, donc il faut faire le tri là-dedans, et puis à un moment décider dans quelle direction on veut aller. Si vous n'avez pas d'idées ou beaucoup d'idées, le mieux, c'est de noter sur un carnet les choses qui vous intéressent, et puis à un moment donné décider de faire un choix, et puis y aller. Voilà. Donc voilà. On a parlé d'idées. Ensuite, il nous faut une validation. Donc aujourd'hui, on vous suivra pas sur la base d'une idée. Et il faut vraiment vous assurer que vous avez un vrai problème à régler. Donc, il faut trouver un problème qui soit le problème de beaucoup de monde et qui puisse être solutionné grâce aux technologies. Et il faut aussi voir que ces technologies puissent servir de levier, en fait. Donc, il y a des problèmes aujourd'hui dans la société ou dans l'économie qui existent, mais on se rend compte que la technologie ne peut pas toujours tout solutionner, ou que parfois, tout simplement, un papier-crayon, c'est encore suffisant pour aujourd'hui adresser ce problème ou adresser ce besoin. Donc il faut vraiment se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de développer des choses voilà, sur le numérique pour apporter des nouvelles solutions pour pouvoir vraiment réellement innover. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut pour réussir ? Alors, souvent, j'entends beaucoup de femmes qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, j'ai une super idée,
voilà, je veux commencer petit, je ne suis pas sûre. C'est un side project, donc un projet que je vais faire en parallèle au départ, etc. Et ça, je pense que bon, c'est déjà important de savoir que quand on se lance dans une startup, c'est tellement compliqué, il faut tellement de ressources que c'est quand même très difficile de le faire en parallèle avec autre chose. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont nous dire alors je n'ai pas besoin d'être payée, je fais ça juste parce que ça m'intéresse. Voilà, il faut vraiment pouvoir se projeter dans une entreprise et se dire voilà, dans 6 mois, 12 mois, 18 mois, voilà, il faut vraiment que je puisse sortir un salaire correct, parce que même si l'aventure est super fun, je pense que travailler pour zéro, c'est fun pour personne sur le long terme. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'il y ait une viabilité financière aussi dans son projet. Beaucoup de personnes aussi ont des super idées et ont peur de les partager, donc ça c'est très commun. Et là, mon message pour vous, ça serait voilà, n'hésitez pas à en parler, parce que en parlant de votre idée, vous allez avoir du feedback, des retours de personnes, d'utilisateurs ou d'utilisatrices potentielles, et ça va vraiment vous aider à évoluer sur votre produit, sur votre projet. Donc c'est vraiment important. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les bonnes idées, tout le monde peut en avoir. Après, avoir la capacité d'exécution pour transformer une idée en une entreprise pérenne et viable, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour réussir dans une start-up ? Bon, il vous faut beaucoup de choses, vous l'avez compris. Donc, beaucoup de temps déjà. C'est vrai que bon, moi, je suis assez honnête avec les fondatrices en leur disant que ça va être pendant les quelques années à venir vraiment leur job à plus que plein temps, plus leur loisir, et que le soir, la nuit, les week-ends, les vacances, voilà, on ne pense qu'à ça. Donc, il faut être prête, je pense, à envisager voilà, une période assez longue où la création de son entreprise prenne une très très grande place. Donc ça, c'est une réalité, et je pense qu'il ne faut pas se mentir par rapport à ça. Ensuite, de l'argent. Donc c'est vrai que qui dit start-up dit ressources financières importantes. Il y a très peu de grosses boîtes technologiques aujourd'hui qui ont réussi à avancer sans un minimum de fonds au départ. Donc que ça soit des investissements personnels des fondateurs ou des entreprises qui sont allées chercher des millions d'euros pour pouvoir démarrer. Il y a plein d'exemples. Donc c'est vrai que penser qu'on puisse développer une start-up avec des mini-moyens, c'est un petit peu se bercer d'illusions, parce que ça coûte très cher, il faut beaucoup de ressources, il faut aller très très vite. Donc si on fait ça à petit budget, on risque de ne pas réussir aussi rapidement voilà, qu'il faudrait. Ensuite, point très très important, c'est l'équipe. Donc il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, ce qui n'est pas toujours facile. Et c'est vrai que dans une start-up, en général, vous avez 2, 3, 4 fondateurs, fondatrices dans l'équipe. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de choses à faire. On va y venir juste après. Voilà, vous êtes une seule personne, vous avez au départ beaucoup de temps. Vous pouvez vous dire que votre temps, voilà, ça ne coûte rien, mais quand on s'attaque à la création d'un produit, à la recherche de financement, à la recherche de clients, à la création d'une société, l'administratif qui tourne autour. Voilà, ça prend plus de temps que l'on pense, et c'est important d'être vraiment bien entouré. Et puis aussi seul, parfois on rame un petit peu, hein, on a besoin d'échanger avec d'autres personnes, d'avoir d'autres points de vue, etc. Donc c'est vraiment essentiel. Donc souvent dans une start-up, vous avez un ou une fondatrice, une ou deux personnes qui sont vraiment les leads de l'entreprise. Et voilà, ce qui est important aussi, c'est de voir qu'il nous faut une complémentarité dans les compétences. Donc par exemple, si vous avez une personne avec qui vous avez fait vos études, avec qui vous entendez très très bien, c'est sûr que ça peut être une personne avec qui vous pouvez vous associer. Mais il faut aussi s'assurer qu'il y ait une diversité dans les compétences, et qu'il n'y ait pas que des clones dans l'équipe fondatrice. Donc idéalement, une équipe fondatrice de start-up, c'est quelqu'un qui a plutôt un profil marketing, quelqu'un qui a un profil développeur, technique, on y reviendra juste après, et puis si possible quelqu'un qui vient du design, ou quelqu'un qui soit aussi un ou une experte vraiment du domaine dans lequel vous allez travailler. Et puis enfin,
qui dit start-up, qui dit ressources tech, et ça c'est la grande question parce que nous on rencontre beaucoup de femmes qui ont des idées de start-up technologiques mais qui n'ont pas les ressources tech pour pour développer leurs idées, même passer de l'idée au prototype. Ça c'était un petit peu mon cas quand j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai créé des cours de code et puis ensuite Wide. Bon alors malheureusement comme les filles font très peu d'études d'informatique, c'est plus ou moins malheureusement statistique, 10% de filles dans les écoles d'ingénieurs. Bon, du coup ça réduit le nombre de femmes qui se sentent armées pour pouvoir commencer dans ce domaine. Donc si vous voilà, donc il n'y a pas de recette miracle pour trouver des ressources techniques. Soit vous arrivez à convaincre un CTO, donc un chef technologique officer ou un informaticien de vous suivre dans l'aventure. Bon, ces personnes-là sont en général extrêmement sollicitées, donc voilà, vous avez intérêt à avoir une super idée sur laquelle la personne veut s'engager. Ou vous pouvez aussi outsourcer, donc sous-traiter vos développements, mais là il faut faire très attention parce que ça peut être très cher, les résultats pas toujours à la hauteur, et puis si vous êtes une start-up, il faut être quand même voilà, une société tech, donc la technologie doit être une compétence au cœur, qui doit être votre cœur de métier, donc attention, la outsourcing pour commencer oui, mais sur le long terme il faut trouver une autre solution. Alors je regarde l'heure, donc finalement en fait moi ce que j'aime bien montrer quand j'ai des slides c'est un petit peu ce triangle, l'équilibre à trouver entre la création d'un produit, la recherche de financement et puis voilà, trouver des clients, parce que finalement si on lance un produit, une entreprise, c'est pour servir des clients et c'est important de les impliquer dès le départ, et voilà, commercialiser c'est pas toujours facile et c'est loin d'être gratuit. Voilà, même si vous faites du B2C, du B2B, si vous connaissez bien vos cibles, voilà, pensez que juste le bouche à oreille pour commencer un business et le développer, c'est souvent finalement assez limité. Donc il faut vraiment ne pas oublier que le marketing, c'est un coût. C'est pas un hasard si des startups là, que vous connaissez aujourd'hui, bon alors je parle pas de Airbnb qui est un petit peu en difficulté, mais ou d'autres plateformes dont la technologie n'est pas forcément hyper à la base, voilà, c'est pas de l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit, mais c'est quand même des plateformes qui ont eu besoin d'énormément de fonds pour pouvoir s'imposer comme numéro 1 sur leur marché et faire connaître leur marque à des millions de consommateurs. Voilà. Tout ça pour arriver à ce qu'on appelle le product market fit. Donc ça veut dire que voilà, vous devez avancer un maximum pour vous assurer que votre idée de produit en fait arrive à un stade où les clients veulent l'acheter. Parce qu'il faut aussi penser au moment où les personnes vont sortir leur carte bancaire et, voilà, et acheter, appuyer sur le bouton acheter le service. Et souvent, il y a un delta entre des personnes qui vont vous dire « Ah oui, ce que tu fais, c'est super, ça m'intéresse » et les personnes qui, in fine, vont vraiment consommer votre service et rester utilisateurs fidèles. Donc, c'est un long chemin. Et puis finalement, pour conclure, donc sur la partie financement, donc c'est vraiment très très important. On pourrait faire plusieurs heures de discussion sur le sujet, mais voilà, si vous avez un projet de start-up, comment vous pouvez le financer, sachant que vous avez besoin de ressources qui sont quand même conséquentes. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Bon, déjà clairement les fonds propres. Hein, on vous demandera si vous avez un projet voilà, d'ambition de mettre quand même de l'argent que vous avez en épargne de côté. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas vous-même prête à mettre quelques milliers d'euros, 10 000 euros, 20 000 euros de votre poche, ça va être dur pour les autres personnes de vous suivre parce qu'on va vous demander est-ce que vous croyez vraiment à votre projet. Donc c'est important d'être prête à investir aussi dans vous-même, voilà, dans votre projet, mais dans vous-même avant tout. Ensuite, bon, il y a toujours des amis ou de la famille qui peuvent vous suivre. Après, à vous de voir si vous avez envie de vous engager dans ce genre de relation avec vos proches.
Alors, je sais que peut-être notre audience est principalement française aujourd'hui. Bon, je sais qu'en France, il y a pas mal d'aides à l'innovation, à la création d'entreprises, notamment avec la BPI. Donc ça, je pense que ça vaut le coup de regarder. Bon, souvent, les aides sont à hauteur des apports en fonds propres, des apports personnels. Donc, c'est pas juste de l'argent qu'on vous donne pour tester quelque chose. Il y a des dossiers à monter. Il faut montrer que vous avez quelque chose de robuste. Ensuite, on passe sur le niveau d'après, donc c'est les business angels. Donc là, c'est des personnes qui ont déjà fait souvent une entreprise, qui l'ont revendue et qui veulent aider les jeunes entrepreneurs, les jeunes entrepreneuses. Ça, c'est des personnes qui, si ils ou elles sont convaincus de votre projet, peuvent mettre peut-être entre 10 000, 20 000, parfois 50 000 euros dans le projet, ce qui vous permet de démarrer. Et puis, il faut aussi savoir que souvent, les business angels investissent ensemble. Donc, vous allez plutôt avoir 3 ou 4 business angels qui vont vous suivre et vont vous mettre chacun un quart du montant investi et pour pouvoir vous aider. Et souvent, c'est de l'argent, mais c'est aussi des conseils et du réseau. Donc ça, c'est vraiment super, mais c'est très difficile à trouver, c'est très compétitif. Il y a beaucoup de projets qui recherchent des fonds, donc il faut être déjà arrivé à un certain stade pour pouvoir avoir de l'argent de business angel. Enfin, pour conclure, donc les venture capitalistes, donc là c'est vraiment des gros montants que vous allez chercher à partir de 200 000 euros par exemple. Bon, ça aujourd'hui, sachez que si vous voulez aller chercher du venture, c'est vraiment parce que vous avez déjà soit un produit, soit des clients, idéalement les deux, parce que c'est vraiment là aussi hyper compétitif et seuls les bons projets, seuls les excellents projets sont financés parce qu'un venture capitaliste cherche à avoir un retour x10 sur son investissement. Donc ça, c'est clair que c'est des process qui sont très longs. Les levées de fonds, en général, ça dure 6 mois et c'est pas un exercice facile. Donc voilà, c'est indispensable, c'est une étape souvent incontournable, mais c'est un gros boulot. Et puis, voilà, en dernier, les banques, bon, j'en parle, mais je ne l'ai pas mis sur cette liste. Bon, sachez que les banques, donc faire un prêt, souvent avec une caution personnelle, voilà, sur ce type de projet, les banques vous suivent pas forcément. C'est pas forcément le type de financement le plus adapté, parce que vous avez de la dette et il faut rembourser la dette assez rapidement. Donc, voilà, vous pouvez tenter, aller voir votre banque, mais ne soyez pas trop surpris si la banque vous suit pas, parce que c'est pas trop dans leurs habitudes de financer des choses hyper innovantes. Tout dépend de la politique des banques. Il y a une ouverture par rapport à ça, mais c'est quand même assez difficile d'aller chercher un prêt pour financer ce type de société. Voilà, donc j'arrive à la fin et juste pour conclure, par rapport à la situation actuelle, on peut se dire est-ce le moment d'entreprendre, est-ce le moment de créer une start-up? Donc je vous répondrai oui, la crise crée des opportunités, donc il y a certainement moyen de faire des choses, peut-être sur des nouveaux concepts, des choses aussi plus durables. Je pense que les besoins des consommateurs vont évoluer, les demandes des consommateurs vont évoluer après cette crise sanitaire. Donc oui, c'est le moment d'entreprendre. Il faut pas, voilà, si vous avez envie de créer votre entreprise, faites-le. Ne vous laissez pas décourager par le contexte. Hein. C'est les cycles, les crises, pardon, c'est cyclique, ça revient tous les 10 ans. Et puis, enfin, bon, il faut quand même rester réaliste. C'est vrai que les financements vont se contracter pour les entreprises et les startups. Et cette année 2020 ne va pas être la meilleure année pour aller chercher du financement, surtout sur tout ce qui est business angel et venture capital. Donc je vous propose de prendre ce temps pour vraiment aller plus en détail dans vos recherches utilisateurs, dans le développement de votre produit, pour avoir un super dossier, un super projet à montrer à des financeurs fin de l'année, début 2021, où les choses, à mon avis, iront un petit peu mieux. Voilà, donc bon courage. Et pour vous laisser des choses plus concrètes, suite à ce workshop, moi je vous propose, si vous avez vraiment envie d'entreprendre, de prendre une feuille et d'écrire les 3 choses que vous devez faire absolument pour démarrer votre projet d'ici l'été.
Et puis, si vous avez des questions ou besoin de conseils, voilà, je pense que le salon professionnel pourra laisser mes coordonnées et voilà, j'essaierai d'y répondre. Merci Encore beaucoup. merci à vous. Merci Marina de votre intervention. Effectivement, c'était un workshop qui était très technique et voilà, intéressant aussi, puisque du coup, vous conseillez quand même d'être à plusieurs pour être bien entouré pour commencer un projet. Qu'il faut avoir des fonds propres aussi pour voilà, être sûr un petit peu et valoriser son projet aussi, pour dire qu'on s'engage également dans son projet, donc ça c'est intéressant. Que la crise va pouvoir créer des opportunités, donc pourquoi pas regarder un petit peu dans les domaines qui nous intéressent, de voir un petit peu ce qui se passe. Moi j'avais une question pour vous dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de start-up que vous avez accompagné là récemment et qui a été un succès ou qui a bien fonctionné, voilà, pour nous donner des idées et des envies aussi, un petit peu comment ça s'est passé pour elle? Alors, je veux parler d'une start-up que je suis depuis plus de 2 ans. C'est une personne qui s'appelle Gaëlle Hague, qui est de nationalité belge et luxembourgeoise. Et en fait, elle est venue à nos cours de coding. Donc, c'est pour ça que j'affectionne beaucoup cette histoire. Parce que voilà, elle avait une idée et elle a vu un événement de coding et elle est venue et puis tout a commencé. C'était son moment T, on va dire, et ça a commencé à partir de là. Donc la start-up, c'est Startellers, et en fait c'est une start-up qui propose aux femmes d'investir durablement, parce qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que voilà, les femmes gagnent souvent moins que les hommes. Il y a des gaps aussi au niveau des retraites, il y a plus d'interruptions de carrière, etc. Et en plus les femmes investissent moins leur argent sur les marchés. Donc moi je connais beaucoup de personnes qui gagnent même très bien leur vie, qui travaillent dans la finance et qui mettent leur argent sur des comptes d'épargne qui aujourd'hui ne rapportent plus rien, ou voire qui sont en négatif. Voilà. Et elle propose d'accompagner les femmes pour qu'elles puissent épargner leur argent et investir leur argent de façon plus intelligente pour avoir un meilleur rendement et se préparer à un avenir, des projets, que ce soit un tour du monde en famille ou la création d'une entreprise ou un complément de retraite. Donc voilà, c'est un des projets que j'aime beaucoup et qui va être aussi bientôt disponible sur le marché français. D'accord. Donc du coup, vous l'avez aidé à sa recherche de financement, mise en contact, c'est des choses que vous proposez? Oui, alors on a un programme Startup Leadership Programme et voilà, on sélectionne une dizaine de projets par an. Bon, essentiellement des projets qui ont vocation à s'établir au Luxembourg, mais pas que. Et voilà, on l'a aidé à structurer des idées. On fait aussi beaucoup de mise en réseau. Voilà, ça fait partie de la mission de notre association. On fait aussi beaucoup de collaboratifs parce qu'on se rend compte que les fondatrices sont parfois un peu seules dans leur galère et qu'elles ont besoin d'échanger avec d'autres, donc ça fait partie de ce qu'on propose. Voilà. Et Gaëlle, pour elle, alors on n'a pas aidé sur la levée de fonds, parce que c'est une personne qui a beaucoup de compétences, donc elle a aussi fait beaucoup de choses par elle-même, très très autonome. Elle a fait une levée de fonds avec la Bourse du Luxembourg pour 500 000 € qui a été clôturée l'été dernier, je crois. Donc, elle est au travail pour sortir le produit le plus rapidement possible. D'accord. Donc, quand on part d'un milieu qu'on ne connaît pas du tout, puisqu'elle a commencé par des séances de codage et finalement, elle a fini par faire des levées de fonds assez rapidement. Elle a fait une expérience dans la finance, pour tout vous dire. D'accord. Mais effectivement, la technologie, c'était pas son domaine de formation. Voilà. Donc, elle a su s'adapter, elle a su acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir avoir toutes les cartes en main pour développer son projet. Donc finalement, voilà, c'est ça. Elle a acquis de nouvelles compétences, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tout remis à zéro, mais elle a appris de nouvelles choses et elle a utilisé ce qu'elle savait faire déjà. Ce qui est le cas aussi de beaucoup de femmes, en tout cas, qui souhaitent se reconvertir. Alors, on a une question de Leslie qui demande comment se faire repérer, comment séduire les startups. Enfin, les startups peut-être pour entrer dans une startup ou pour se faire financer. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire exactement, Leslie. Comment se faire repérer, séduire les startups.
Voilà. Donc, si on veut trouver un nouveau job et alors on veut quitter un environnement plus corporate et on a envie d'aller travailler pour une start-up, c'était de la question. C'est peut-être, oui, effectivement. Ouais. Alors, bon, les startups, elles offrent plein d'opportunités parce qu'elles ont besoin de grandir vite. Je pense qu'il faut prouver que, surtout si on vient d'un environnement très corporate, voilà, on en a un petit peu assez, qu'on a envie d'être dans un environnement où on a envie d'apprendre énormément, où on a envie de développer justement de nouvelles compétences, où on n'a pas peur de prendre des risques. Donc ça, je pense que c'est important. Puis aussi montrer une grande flexibilité, parce que si vous êtes dans une start-up où ils sont 2, 5, même 10 ou 20, voilà, la répartition des rôles va être vraiment différente de ce que vous avez pu voir dans une entreprise où on est 500, dont 30 au département marketing, par exemple. Donc, je pense qu'il faut vraiment rassurer les startups sur sa capacité à s'adapter à ce genre d'environnement très changeant, très rapide. Et puis, bon, aussi, dans certains cas, vous allez aussi peut-être devoir faire des concessions au niveau salarial, parce que les startups ne peuvent pas toujours s'aligner avec des salaires qui sont proposés dans certains secteurs. Donc, il faut savoir être réaliste et voilà. Et si on veut vraiment travailler pour ce genre de structure, parfois faire un petit effort financier aussi. Très bien, merci. C'était effectivement intégrer une start-up que Leslie voulait avoir les clés. Donc, Lisa nous demande si vous avez des programmes d'accompagnement à conseiller pour lancer sa start-up. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se développent dans tous les pays. Je regarde un petit peu ce qui se fait en France. J'ai pas de retour d'expérience, donc je pourrais pas vraiment conseiller un programme en particulier. Je crois qu'en France, il y a Willa qui s'appelait Pionnière avant, qui a déjà accompagné pas mal de projets. Après, je pense que c'est bien d'avoir un programme d'accompagnement, mais il faut aussi savoir être très autonome et aller chercher les choses, les ressources par soi-même, pas juste attendre tout du programme d'accompagnement, parce qu'en fait, nous, on voit que les meilleures startups, c'est celles qui ont finalement, au final, peut-être le moins besoin d'accompagnement. Elles viennent prendre ce dont elles ont besoin, nous posent plein de questions, elles nous sollicitent sur des points, mais du coup aussi, elles avancent assez vite par elles-mêmes. Voilà. Et je pense que le piège aussi, c'est de ne pas faire tous les programmes d'accompagnement qui existent, et puis ensuite voilà, passer d'un programme à l'autre. Il y a un moment, il faut aussi se lancer dans le grand bain. Donc, je pense parler à d'autres personnes qui ont fait ces programmes-là pour voir elles en ont retiré des choses positives. C'est certainement la meilleure façon de sélectionner les programmes qui nous correspondent. Je pense que vous avez raison, à un moment donné, il faut se lancer. Effectivement, quand on a une idée, il faut passer à l'acte parfois et arrêter de chercher effectivement à vouloir être accompagné absolument parfois. Voilà. Je pense que voilà, je dis toujours, c'est normal au départ d'avoir une période d'idéation pendant 6 mois, 1 an, où on se renseigne, on a plein d'idées, on fait des formations, on fait des événements, etc. Mais il y a un moment, il faut se dire, bon, c'est là-dessus que je veux travailler. Il y a des coups d'opportunité parce qu'on a plein d'idées différentes, donc quand on décide de se mettre sur quelque chose, il faut forcément abandonner d'autres projets. Moi, je dis toujours aux startups, focus, c'est la clé, parce que si on est sur trop de choses à la fois, bon, c'est très difficile d'avancer. Et voilà. Et après, il faut s'y mettre à fond pendant 1 an ou 2 ans. Et souvent, les entrepreneuses qui se lancent, elles n'ont même plus le temps d'aller à des formations. À peine être accompagnées et de conseillées, c'est important, par d'autres entrepreneuses aussi. Ça compte comme de l'accompagnement. Voilà. Mais à un moment, il faut y aller franchement et puis tester, quoi. Et voilà. Et le marché, les clients vous diront si vous êtes dans la bonne direction assez rapidement. Merci en tout cas pour votre intervention, Marina. On vous retrouve sur le Salon du Luxembourg au mois de janvier, le 21. Oui, bien sûr. En espérant qu'effectivement, il n'y ait pas d'autres changements. Ouais. Voilà. Et j'espère que l'intervention a répondu à vos attentes. C'était un plaisir de partager mon expérience avec vous. Merci également à vous. Et puis, bon après-midi, portez-vous bien. Et puis, à très vite.